Reda, Kevin, présent. Présent aussi. Voilà, J'ai ça fait perdu déjà 2 l'habitude. semaines, on a perdu l'habitude. Et Comment oui, tu vas? très bien, et toi? Écoute, ça va, en forme pour cette suite, nouvel épisode. Ouais, on reprend avec un petit trou. Rapidement, pourquoi il y a eu un petit trou? On a fait une game jam, Exact, on a qu'on fait n'a une pas game fini, jam qu'on qui n'a pas va fini. falloir continuer. Un jour, je pense qu'on en parlera, mais peut-être mieux vaut finir un projet avant d'en parler. Oui, Ouais. vaut mieux finir le projet. Donc, avant de parler des sujets du jour, tu avais envie de revenir sur les titres du podcast que tu as découvert, puisque c'est moi qui les publie. Et notamment le dernier, où donc au dernier épisode, on n'a fait qu'un seul des deux sujets. On n'avait pas réussi à trouver de titre pendant le podcast, hein. À la fin de l'épisode, on parlait même du titre, on disait bah, vous verrez, etc. Et donc, moi j'avais noté, je ne me souvenais plus, état des lieux de la diffusion audiovisuelle. C'est ça. En fait je m'occupe pas en fait de la publication du coup des podcasts et donc du coup les noms on se met pas tellement d'accord sur ça avant. Ouais. Mais bon, là-dessus je fais totalement confiance. Et en fait là récemment en revoyant la liste des podcasts qu'on a fait, je vois que les noms sont juste en fait entre les noms qui sont on dirait des noms de documentaires là, donc comme tu l'as dit état des lieux de la diffusion audiovisuelle. C'est littéralement le nom du podcast du 4e épisode et les noms où ça peut littéralement porter à la confusion. Ouais. Par exemple, le 3e, Nicolas Cage et la publicité. En fait, les publicités. tous les autres titres, à part le 4e, vu qu'il y a 2 sujets, il y a juste en 1 ou 2 mots, généralement c'est en un mot, j'arrive à faire le premier sujet, je mets un et le deuxième sujet, mais on a l'impression que du coup il y a un lien. Et le hasard a fait qu'il y avait vraiment des liens. Par exemple, Nicolas Cage et publicité. On a l'impression qu'on va parler de publicité dans lequel il y a Nicolas Cage ou comment il gère son image de marque. Le deuxième épisode, Comics et Tolkien, on a l'impression qu'on est en train de parler des adaptations de Tolkien en comics. Et le tout premier, Open World et grandes franchises, on a l'impression qu'on va parler des grandes franchises adaptées en Open World. Mais ça me fait juste trop marrer. Alors honnêtement, je pense qu'on va peut-être continuer. C'est drôle. D'ailleurs, le dernier épisode, on a décidé de y aller un peu en mode YOLO. On a vu 2 sujets. Ouais, on en a supprimé un. On n'a même pas vérifié quel sujet était supprimé, on s'en fout. Oui, Peut-être qu'un jour il reviendra. peut-être qu'un jour on y Si on l'a reviendra. oublié, c'est qu'il n'est pas si important. Après, bon, fond de classe, ça reste Voilà. dans le concept. Donc tant que ça reste dans le concept, c'est bon. Et aujourd'hui, je pense qu'on a 2 petits sujets assez sympatoches. Ouais. Et il y a aussi un lien entre les deux, c'est ce qui est le plus drôle. Ouais, donc on va continuer sur des titres qui pourront porter à la confusion. Donc le premier thème, le tien, c'est Doctor Strange, Exact. le personnage. Et le deuxième, c'est le genre zombie. Donc mon thème. Et le lien, c'est par rapport. Je crois qu'il y a un. Ouais, le univers deuxième. DC, En fait, c'est pas Dizzy, le deuxième Ouais, film. oula. Ouais, t'as complètement fumé. Vas-y, continue sans moi. Le deuxième épisode, enfin le deuxième opus du coup de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ouais, le deuxième film. Deuxième film où ouais, on avait un Doctor Strange un peu zombifié. Ouais. Mais non, et je crois qu'aussi, il n'y a pas un univers Marvel dans lequel ils sont tous devenus zombies. Oui, c'était. Alors, je crois que tu fais référence sûrement à la série des What If. Ouais. Où, oui, où on voyait en fait tous les super-héros en zombies, etc. Alors, je suis en train de me dire, du coup, on avait l'air quand même d'être bien parti pour spoiler comme on s'en foutait. Est-ce qu'on n'échange pas la place des 2 épisodes comme ça? Ils peuvent écouter le genre zombie sans se prendre la tête et sans être forcément spoilés. Et après, ceux qui veulent quitter pour ne pas spoiler Doctor Strange, les 2 films. On peut Après, faire ça. On peut faire bon, ça. ça fait combien de Après, temps qu'ils sont sortis ça fait quand même quelques années là. Hein. S'ils ne l'ont pas vu, on va dire qu'ils veulent pas le voir. Je crois que le premier c'est 2016, le deuxième est récent, mais de toute façon on va lui défoncer Oui, ça, mais de toute ce façon on est deuxième. enfant de classe, donc bon, c'est vraiment comme tu veux. C'est à mon Ouais, avis. non, t'as raison, on peut commencer par Doctor Strange. On peut faire Doctor Strange en Vous êtes premier. prévenus, et puis bonne chance pour trouver le début de la deuxième sujet si vous voulez le skipper. Exact. Bah pour le coup. Je te laisse le présenter vu que Ouais. c'est ton sujet. Ouais. Bah pour le coup, je voulais qu'on parle un peu de Doctor Strange. Je suis un peu dans ma vibe où mes sujets c'est des personnages ou des personnalités, comme la dernière fois avec Nicolas Cage, comme ça, on cache. Ouais. Donc ouais, je voulais parler de Doctor Strange parce que c'est moi, de mes personnages préférés côté Marvel. Ouais. Je crois que c'est aussi ton cas, si je dis pas de conneries. Bah, vu que j'avais déjà dû le dire, je suis vraiment pas fan du MCU. C'est le seul film d'un mec solo que j'ai apprécié, Doctor Strange 1.
Donc oui, je l'aime bien. Bah, pour le coup, ouais. Après, je ne connais pas. Mais pour le coup, moi j'aime beaucoup le personnage. J'aime bien le délire du personnage dans les comics. Je suis pas très comics déjà de base, il faut le noter. Donc j'ai commencé à lire les comics après avoir vu le premier film. C'est fou parce que les deux, on serait prêt à dire qu'on n'est pas très comics, mais deuxième épisode, on parlait déjà de comics. Oui, mais c'est pas... ouais, mais les comics c'est assez lourd à suivre Ouais. et c'est juste que en fait les comics Doctor Strange, pourquoi je les trouve sympas, c'est parce ils sont compréhensibles et on peut les lire sans avoir lu autre chose. Ok. Certaines séries. Mais c'est pour ça que je le trouve sympa et j'aime bien ses aventures. Tu peux nous décrire le personnage? Alors, le personnage, donc je vais donner un peu la version où tout le monde se met d'accord, parce qu'il y a des versions d'univers alternatif, mais la version, on va dire, du film, c'est donc on a le docteur Stephen Strange, donc du coup qui est un chirurgien reconnu. Bon, un chirurgien reconnu assez abus de lui-même, arrogant, etc. Qui du coup aura un accident qui va affecter ses mains, donc sa capacité à exercer son métier de chirurgien. Et en fait, il aura perdu un peu sens de ce qu'il veut faire, d'un peu le sens de sa vie. Et il va essayer de voilà, rechercher il va pas chercher un autre sens, il va essayer de chercher avant tout un remède à ce qui lui arrive avec ses mains. Et c'est comme ça qu'il fera la rencontre d'un sorcier suprême qui va lui montrer les voies mystiques. Donc moi j'appelle la magie quoi. Et c'est là où il va apprendre voilà, à maîtriser la magie et à être un magicien lui-même jusqu'à en devenir lui-même à son tour sorcier suprême. Et oui voilà, donc c'est plus ou moins le gros résumé du personnage. Et pour rebondir un peu là-dessus, moi, avant toute chose, avant de rentrer dans le sujet, je voulais savoir un peu ton avis par rapport à Doctor Strange, ton ressenti. Alors, moi, ce que j'avais énormément apprécié avec le premier film, c'est comment tout est axé autour de l'individu et de son objectif personnel et comment cet objectif personnel peut se placer au sein de la communauté, etc. Et donc, il y avait une trajectoire qui s'effectuait là-dessus. Dans les films récents, bon, 2016 ça reste récent, mais les derniers films de super-héros, ce qu'ils présentent, c'est le gentil est gentil depuis le début. Il veut faire le bien, et du coup, pour faire le bien, il doit lutter contre le mal. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, peut marcher parfois, mais avec trop de redondance, ça marche pas. Ça parle pas assez aux personnes. Tandis que Doctor Strange, son objectif premier est totalement égocentrique. C'est-à-dire qu'il veut pouvoir récupérer son talent et pouvoir l'exercer. Il y a une part d'utilitaire pour la communauté, c'est-à-dire qu'en même temps, s'il récupérait ce pouvoir-là, cette capacité à soigner les gens, bien, il se rendra utile à la société. Donc en soi, ce n'est pas en mal qu'il ait cette volonté-là. Mais pour pouvoir corriger ça, il va avoir à apprendre la magie. Et en fait, avec ça, il va obtenir un pouvoir plus puissant et donc en fait des responsabilités plus puissantes. On va revenir sur Spider-Man, comme le dit Marlène Schiappa, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et finalement, il va décider et apprendre que son objectif, il peut changer. Et va décider d'utiliser sa magie directement pour aider les gens et non pas pour récupérer ses mains. Et avec toute une symbolique extrêmement forte, puisque au départ, il fait toute cette recherche pour que ses mains arrêtent de trembler. Donc il y a un moyen visuel de raconter cette histoire. Cette histoire se voit à travers ses mains qui tremblent. Et à la toute fin du film, il a la capacité, il a vraiment de très fortes capacités magiques, donc il a la capacité d'arrêter de faire trembler ses mains. Et on montre que ses mains tremblent encore, c'est soit le dernier, soit l'avant-dernier plan de tout le film, c'est ses mains qui tremblent. Et donc ça permet de dire, il a cette capacité-là, mais il décide de la dédier aux gens et non pas à lui. Et je trouve que c'est un message qui est giga fort et c'est une évolution de personnage bien plus puissante que oh là là, j'étais pas assez fort pour sauver les gens, maintenant je suis devenu assez fort pour sauver les gens, mais j'ai toujours voulu sauver les gens. Je pense que c'est aussi ce qui avait plu à énormément de gens dans Iron Man, le premier. Je sais qu'encore aujourd'hui, malgré tous les films qui sont sortis sur la MCU,
Iron Man est l'un des plus appréciés. Et du coup, moi, c'est peut-être ce que j'ai vu. Cet effet-là, je l'ai eu avec Doctor Strange, donc c'est pour ça qu'il me plaît beaucoup. Et c'est quelque chose qui a totalement disparu du 2, au point où, et même je crois dans les Infinity War, etc., ils ne font plus, attention, ils ne cherchent même plus à montrer qu'ils tremblent des mains. Ce qui est pour moi Après, beaucoup sur le personnage. Quoi. Pour continuer un peu sur quoi tu as abordé sur quel angle tu as attaqué un peu le truc, c'est que ce qui est un peu problématique du coup avec les films où on le voit avec d'autres groupes, c'est qu'on peut moins se concentrer sur le personnage et donc du coup on se concentre beaucoup plus sur l'objectif, le sujet principal et on montre à quel point les personnages sont connectés à cet objectif-là et à ce personnage-là et beaucoup moins on se concentre sur les motivations de tous et chacun et beaucoup plus sur ok en tant qu'entité, en tant que groupe qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire et pourquoi. Pour ce qui est du 2, là on s'attaque au film du coup Marvel du MCU, j'ai beaucoup apprécié le 1 sur plusieurs points, que ce soit sur la musique qui est beaucoup plus marquante. Là si je te demande la musique du 1 tu vas t'en rappeler, la musique du 2 moi aucun souvenir. Le truc aussi avec le 1 c'est que Doctor Strange est bien déconnecté du reste, donc c'est un film standalone et je me combattrai toujours pour les films standalone. Je crois qu'il n'y a qu'une seule mention d'autre chose dans ce film. Alors il y a peut-être une scène post-crédit, je ne la verrai pas donc je ne peux pas dire probablement, mais la seule mention c'est un moment ils expliquent que les magiciens protègent la Terre des êtres magiques. Et je crois qu'il y a une phrase qui suit du style comme les Avengers protègent du plan physique, un truc comme ça. Et c'est la seule mention de toute l'histoire. Exact. Et pour le coup, on a eu donc là-dessus on est plutôt d'accord, un très bon film. Et là on a eu le 2. On a eu le 2 dont la réalisation a été annoncée. Donc du coup, elle a été donnée à Sam Raimi. Et j'étais plutôt hypé. je sais pas pour toi. Sam Raimi, c'est celui qui a fait les 3 premiers Spider-Man et les Evil Dead. Et donc, non seulement c'est l'une des personnes qui avait apporté un peu le cinéma de super-héros comme on le connaît aujourd'hui, c'était l'un des premiers. Plus, c'était du coup avec Evil Dead, quelqu'un qui s'était lancé dans le cinéma d'horreur et qui avait très bien marché. Et donc, ce qui avait été promis avec le 2, c'était un Doctor Strange qui basculait légèrement dans l'horreur. Alors évidemment, on ne s'attendait pas à un truc aussi flippant qu'un Halloween, etc. Mais on se disait, il va y avoir une touche, quelque chose qui va changer, ça va faire du bien. Puis surtout avec Multiverse of Madness, ça faisait du référence à du Lovecraftien et tout. Donc pas forcément de l'horreur directe, mais ça pouvait être l'horreur indirecte, style il devenait fou. C'est un peu ce qui a été, on va dire, sous-entendu, ne serait-ce que par le titre et le trailer, c'est que on rentre dans une phase où Doctor Strange va faire face à des choses qu'il ne pourra pas forcément comprendre, et ça va peut-être le rendre un peu fou. Et non seulement, et on va aussi faire face à des choses qui sont tellement, on va dire, à une échelle cosmique et énorme, que comment le Dr Strange va réussir à évoluer là-dedans, s'il y a un problème, comment il va le résoudre, etc. Et c'est ce qui était un peu vendu. Et l'horreur ne vient pas directement de bout, on a un monstre qui poursuit, l'horreur venait vraiment on a quelque chose d'énorme, d'inconnu, qu'est-ce qui se passe, on fait face à quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où on est, c'est quoi ce truc-là, il n'y a plus les mêmes lois, plus les mêmes règles qui régissent ces trucs-là. Donc comment Dr Strange va évoluer là-dedans. Et c'est à quoi on s'attendait de la part aussi de Sam Raimi. C'est ce qu'il vendait. C'est ce qu'il vendait, Tu mets ce réalisateur-là, ce titre-là, et puis les bandes annonces, c'est ce qu'il nous présentait. Et puis on a eu le film. Et alors lui aussi, c'est une suite logique du premier, ce qu'on vient d'annoncer avec ces entités cosmiques, puisque son tout adversaire est une entité cosmique qu'il n'arrive pas à vaincre dans le premier. Dans le premier, je ne sais plus comment elle s'appelle. A été invoquée par les méchants une entité cosmique. En fait, c'est pas qu'elle a été invoquée par les méchants, c'est qu'elle existe dans un autre cadre, dans un autre plan. C'est juste que du coup, elle veut arriver dans ce plan-là pour l'absorber. C'est un peu la voilà, c'est ça. Ils m'ont permis de venir. C'est ça. Ouais. Et comme tu l'as dit, en fait, il le vainc pas
il peut pas le vaincre avec ses Il n'a pouvoirs. pas la capacité. Comment il arrive à le vaincre, c'est par le biais de la ruse. C'est que, ok, Ruse et de détermination. Parce que donc, grosso modo, c'est qu'il a la pierre d'infinité qui permet de voyager dans le temps. Et il fait une Manipuler le boucle temps. temporelle qui fait que dès qu'il meurt, il revient en arrière. Et donc, il a. c'est pas que dès qu'il meurt. Gargamout ou Gargamout, quelque chose. Ouais, c'est ça. Désolé si on écorche le prénom. Et donc, il arrive pour essayer de négocier avec lui. Il se fait one-shot à chaque fois. Et donc, la boucle temporelle se fait. Et donc, il a cette ruse qui est extrêmement frustrante pour le méchant. Et il a la détermination de fou de mourir en boucle jusqu'à ce que cette entité cosmique, elle cède. Ce qui est du coup... c'est un peu con, mais ça marche bien en termes de personnage d'expliquer qu'il a ce niveau de détermination. Alors, du coup, c'est la seule chose qu'il a de plus grande que cette entité cosmique, mais qui, en même temps, cette entité cosmique n'a pas de valeur. Donc, c'est difficile pour elle d'avoir une qualité telle que la détermination, puisqu'elle n'est portée par rien, sa détermination. En tout cas, dans le film, je ne sais pas dans les trucs, en tout cas, comme elle nous présentait là. Et donc, il s'en sortait, mais c'était très évident qu'il pourrait se faire exploser une prochaine fois, d'autant plus qu'entre le 1 et le 2, il perd cette pierre qui lui permet de voyager dans le temps, et donc on peut se dire, ok, avec le 1, il va se retrouver dans une grosse merde, et avec ce qu'on a vu dans le 1, s'il va devoir le réaffronter, et même peut-être si ça se trouve en pire, ça va être vraiment compliqué. Et donc le contexte collait bien à ce que pourrait découler une suite du 1. Et d'ailleurs, je précise un peu, ce qui faisait aussi la force de cette fin-là, c'était que, bon, de notre côté, ça durait un peu moins de 6 minutes, quelque chose comme ça, mais il laissait très bien sous-entendre qu'en fait, il est peut-être mort beaucoup plus de fois qu'on laisse le penser à l'écran. Et vu que c'est une entité cosmique, c'est toujours cette idée de quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, de trop grand pour nous. Donc ça pouvait être sous-entendu qu'en fait il était mort un nombre de fois tellement grand qu'on ne pouvait pas le chiffrer. Et même lui, il le ressentait pas. Je pense pas qu'il le ressentait. Parce que lui-même était bloqué dans la boucle. Mais oui, donc du coup, il y avait ce truc-là de... déjà, il perd la pierre qui lui permettait de manipuler le temps. Et en plus de ça, on nous introduisait le fait que voilà, il y a des êtres cosmiques qu'on ne peut pas vaincre par le biais de magie, de spells, etc. Donc on arrive là, on utilise ce deuxième opus qui était censé nous vendre voilà, ce côté un peu grandiose et horreur. Et après, il y a eu la sortie du film qui a été... alors je me rappelle plus si c'est toi qui es parti le voir en premier ou moi. On y allait ensemble. Ouais, attends, on y allait ensemble. Ouais, et je me souviens même qu'on a eu des fous rires tellement on n'arrivait plus à tenir devant le film. Ah ouais, c'est bon, je m'en rappelle, je suis désolé, j'ai des gros trous de mémoire, mais ouais, on y allait ensemble, on est parti voir le film, et ouais, je me rappelle des fous rires, c'est des fous rires qui m'ont... Ouais, c'était vraiment décevant. Alors le problème, c'est qu'il y avait plein de bonnes idées. Par-ci par-là, mais dans ce qu'il voulait raconter... Déjà, il était hors sujet, donc déjà, tout ce qu'on vient de citer était inexistant. C'est ces principes d'entité cosmique beaucoup trop puissante qui va le rendre fou. Donc, on n'a ni le principe d'entité cosmique, ni le principe de folie. Donc déjà, le titre n'a pas été là. Il y a juste le mot multivers qui est bien checké. Mais en plus, je pense qu'il n'est pas bien utilisé. Ce qui est un peu étrange, c'est que je pense que la folie... Alors peut-être qu'on s'attendait que ça soit Doctor Strange, et en fait non, peut-être qu'il voulait parler de la folie de Wanda, donc du coup qui est un peu son antagoniste dans cet épisode-là, mais sauf que même elle, c'est pas de la... Ouais. Puis bon, le titre reste Doctor Strange Multiverse of Madness, ouais, c'est Wanda. Ça. Et donc l'autre hors-sujet, c'est le personnage et ce que ça raconte. Donc ça raconte un personnage qui a presque des... On le présente comme quelqu'un qui a quelque chose d'égoïste en lui, c'est-à-dire qu'il repense tout le temps à cette fille qu'il n'a pas réussi à avoir, alors que c'est vraiment pas un truc principal du premier. Hein. Et le fait qu'il ait raté ça, parce qu'il manquait d'amour. Grosso modo, c'était ça, qu'il était pas... Il était trop... il réfléchissait trop et qu'il n'était pas assez sur la voie de l'amour, de l'empathie, etc. Ce qui est un peu contradictoire quand toute la première histoire raconte quelqu'un qui ne pense qu'à lui et qui décide de se sacrifier pour le reste de l'humanité.
Et c'est ce qu'il est en train de faire pendant le 2. Donc que tout d'un coup on dise ah ouais mais non, c'est un truc nuancé très 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 bizarre. Et donc c'est pratiquement plus le même personnage ce qu'ils essayent de raconter. L'histoire, enfin son évolution me paraît hors sujet avec sa première évolution et ce vers quoi il aurait pu essayer de continuer à tendre. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'ils introduisent des groupes qui sortent de nulle part aussi. Alors toi, ça t'a beaucoup plus marqué que moi parce que bon, il y a le groupe des Illuminati qu'ils ont introduit dans le film. Alors toi, t'as pas lu les comics. Alors moi, je n'ai pas lu le comics concernant les Illuminati, mais je sais qu'il y en a un qui existe. Ouais. Et ouais, qu'est-ce qu'ils foutent là Ah mais moi c'est le plus gros fou rire que j'ai eu pendant le film parce qu'on nous présente une nouvelle équipe de super-héros dans un monde parallèle, donc le multivers, donc c'est qui va voyager à travers des réalités parallèles et donc moi je suis là, ok, présentez-moi cette nouvelle réalité, etc. Et le seul truc, en tant que néophyte, le seul truc qu'on me présente c'est attention, nous sommes une équipe de super-héros appelée les Illuminati. J'ai explosé de rire, on était en train de me dire attendez, donc en fait c'est Doctor Strange contre les Illuminati cet épisode, et on m'a pas donné de quoi me mettre sous la dent de me dire ok attends, les Illuminati ils ont le nom parce que ça, et donc il n'y a pas eu une heure pour me préparer à, je suis conscient que ça pourrait être intéressant, mais juste balancer ça comme ça, drop name le truc, j'ai explosé de rire, je suis toujours pas passé à travers ça. Et donc en fait, qu'est-ce que ce film apporte au personnage de Doctor Strange? Rien, à part le détruire. Déjà, il n'a pas sa pierre pour remonter le temps. Donc ça, c'est normal parce qu'il y a eu entre-temps Infinity War et Endgame. Moi, il faut savoir que je ne suis pas un gros fan de ces trucs-là, donc je les ai vus, j'ai un peu oublié. Donc je ne me souvenais plus qu'il les avait pas. Moi, je suis vraiment venu en mode, je suis là pour voir la suite de mon premier film, Doctor Strange. Et j'arrive et rien ne me rappelle qu'il n'a pas la pierre, la pierre dans le temps, premièrement. Deuxièmement, il a été rétrogradé, il n'est plus sorcier suprême. J'apprends ça autour d'une conversation qui n'est pas censée me l'apprendre, mais qui sous-entend qu'il ne l'est plus. Alors pourquoi il ne l'est plus, quand est-ce que ça s'est passé, aucune idée. Donc on lui a retiré déjà 2 trucs principaux qui décrivaient le personnage en dehors de ces films, et on m'explique rien, c'est vas-y, débrouille-toi. On m'apprend également qu'il a foutu la merde avec le multivers et la réalité parce qu'il a décidé d'aider Spider-Man, et rien de plus... La seule chose qu'ils ont voulu m'apporter en plus de contenu pour m'expliquer, c'est le personnage qui l'accompagnait, je sais plus quoi, Chavez, s'amuse à faire une blague, mais l'homme Spider-Man, c'est un homme mi-homme, mi-araignée. Et donc là, ils étaient en train de commencer à faire des blagues sur Spider-Man, alors que moi, j'étais juste en mode attendez quoi, vous venez de m'expliquer qu'il a détruit le multivers au nom de Spider-Man? Mais expliquez-moi pourquoi. Pourquoi cet homme qui est l'homme qui a décidé de sacrifier sa vie pour l'humanité aurait risqué l'humanité pour Spider-Man? Et donc, tu te dis, mais c'est pas un 2 là, c'est l'épisode 4, pourquoi il en manque même en dehors de ça, alors ça c'est un problème de toute façon récurrent des Marvel de manière générale, la dépendance entre beaucoup trop d'œuvres, on est obligé de voir je sais pas combien de trucs. Mais c'est récent, avant il n'y avait pas ça. Ouais, on est totalement d'accord, il n'y a jamais ça de toute façon avec les premiers films, que ce soit Thor 1, Iron Man 1, Doctor Strange 1, qui d'ailleurs est sorti bien après tous ces films qui ont eu leur suite. On n'a jamais de liaison avec les autres, mais là on était obligé de voir la série Wanda, enfin bref, beaucoup trop d'œuvres pour juste voir une suite. Et pour rebondir encore une fois sur ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord. Pour le coup, moi il y avait un gros problème avec ce film là. Déjà on avait l'impression que Tool 1 n'avait l'évolution de Tool 1, on l'a plus. Donc on a un personnage qui repense à lui-même. Recentré sur sa personne, alors que durant tout le 1 on le voit évoluer dans le sens où il prenait un sens des responsabilités et qu'il avait maintenant une notion de nous et plus une notion de moi. Dans le 2 on a aussi le fait qu'on s'est fait arnaquer parce que du coup dans le trailer on nous montre des images, alors il n'y a pas de problème de cacher des choses dans le trailer.
quand le trailer te cache quelque chose d'un peu plus pertinent et qui te surprend. Ouais. Hein, là, pour le coup, c'est juste, il nous a vendu quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a eu. Pour le coup, on s'attendait du coup à peut-être des combats contre d'autres êtres cosmiques, un environnement beaucoup plus chaotique, beaucoup plus... ok. Et là, non, bizarrement, c'était beaucoup plus ordonné qu'on le pensait. Il y a des règles qui régissent les univers entre eux. Il y a, même les univers les plus chaotiques, il y a des règles. Il combat contre Alors, encore que l'antagoniste, ça soit Wanda, c'est pas un problème. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'idée que Wanda, du coup, tombe dans la folie. Et du coup, ça devient... En plus, ça, on a vu les scènes un peu d'horreur où on voyait le visage et le fait qu'elle massacrait tout dans son passage pour poursuivre Doctor Strange à travers les univers. Moi, je trouve ça pas mauvais. C'est peut-être pas la meilleure des idées, mais ça reste une idée intéressante à explorer. Le gros problème, c'est que c'est pas allé jusqu'au bout. C'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur. Il fait de l'horreur. Il a des scènes d'horreur, mais c'est pas un film d'horreur. Ouais. Les scènes, ils marchent pour la plupart pas. Ou quand elles marchent, en fait, on a l'impression que pendant 10 secondes, le réalisateur a eu le droit de faire quelque chose. Et la scène est toujours interrompue avant que quoi que ce soit se passe. En fait, c'est les producteurs qui reprennent les droits sur le film et qui choisissent ce qui se passe là. C'est fini. Ouais, on le ressent pas mal. Pour ça, je crois qu'on a dû faire des blagues comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a des bouts de scènes comme ça. En fait, quand les scènes passent en mode horrifique, c'est à des moments où on décide de mettre en scène l'ennemi. Donc, comment elle s'appelle déjà ? Wanda. Voilà. On décide de la mettre comme quelque chose de tellement puissant qu'on ne peut pas comprendre. Et du coup, elle a ses propres règles. Il y a des moments, elle se téléporte. Tu croyais qu'elle était à un endroit, en fait, elle est à un autre. Et c'est pas dérangeant parce que, premièrement, c'est un code du film d'horreur. Dans un film d'horreur, le méchant, il n'est pas au même endroit. Tu fais, mais comment ça s'est passé ? Bon, j'accepte. Là, c'était en plus justifié parce qu'elle est puissante. Et donc, tu disais, ok, c'est intéressant. Avec sa puissance, on permet de justifier du code du cinéma d'horreur. Ok, banco. Et le problème, c'est que derrière, vu que ça restait un film de super-héros, il est censé l'affronter. Et quand il l'affronte, et de nouveau, elle refait des sorts magiques en mode boule de feu, je sais plus quoi. Des trucs très compréhensibles. Et du coup, on disait, mais pourquoi elle peut plus être juste derrière lui sans qu'il comprenne ? Et pourquoi elle peut plus faire ça ? Et en fait, du coup, tout était... son niveau passait d'être cosmique à on ne peut pas la comprendre à c'est une magicienne. Et ça, c'est un des problèmes du film, c'est énormément ce truc-là où d'un coup il passe à l'horreur et il fait ah non, attends, je fais un peu trop d'horreur donc il faut que je redevienne un film de super-héros. Et on le ressentait. C'est maintenant que je m'en rappelle. On a eu pas mal de fou rire à ce moment-là aussi où on était en pleine scène d'horreur et là d'un coup, non, attention, ça risque de faire un peu trop peur. Ouais. Et ouais, tout le film c'est comme ça. Même le personnage de Doctor Strange, même au niveau de la fin. La fin, moi je trouve ça. Déjà, le seul truc qui m'a marqué à la fin, c'est, je sais plus, tu te rappelles, il a son troisième œil là, il a un troisième œil sur le visage. Donc en fait, parce qu'il y a des règles qu'il devait respecter, de magie noire qu'il ne devait pas faire, et qu'il a essayé de le faire, et du coup il y a des conséquences sur lui. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il fait ça, on pourrait justifier qu'il fasse ça, parce qu'il est prêt à casser les règles pour protéger l'humanité. Et donc il est prêt à en accepter les conséquences derrière. Et le problème, c'est que derrière, il ne s'en soucie pas. Je crois qu'il y a un dialogue en mode finalement il s'est rien passé. Il fait oui. Et il passe à autre chose, alors que c'est quand même l'une des personnes les plus sérieuses et les plus méticuleuses qui soit. C'est pas pour rien qu'il a commencé en étant chirurgien. Et là, il s'en moque. Et il va pas faire des recherches en disant attends, quels a été les effets secondaires du fait que j'ai brisé des règles ? Non, rien. Et du coup, il est puni derrière. Sauf qu'il est puni pour quelque chose que ce personnage ne ferait pas normalement. Moi, je trouve ça terrible parce que pour le coup, quand on passe d'un premier film qui est bien structuré pour le coup, ouais, on a vraiment regardé un film et on en est ressorti fou. Je pense que le seul truc qui est respecté du film, c'est que pour le coup, on est ressorti, on n'a pas su ce qu'on a regardé, on n'a pas su mettre des mots dessus et vraiment grosse déception. Et c'est là où il y a un gros contraste avec les comics. C'est que le premier film respectait plutôt pas mal les structures des comics. Alors je t'explique un peu comment ça se passe habituellement. Alors je suis vraiment pas un expert des comics Doctor Strange. Je parle juste des séries que j'avais regardées. Je crois qu'il y avait une série de comics qui datait de 2016 qui était sortie en stand-alone. Et où on suivit du coup des aventures du sorcier suprême de la Terre.
Je trouve ça plutôt intéressant parce qu'en fait, ce qu'on suivait, c'était un mec qui, du coup, sa force ne venait pas parce qu'il maîtrisait la magie de façon innée. On reste comme sur un mec, comme tu l'as dit, très méticuleux. C'est juste qu'il comprend la magie. Oui. Il comprend la magie, il étudie la magie, et on sait que. Et on suit un mec, du coup, qui fait face à certaines forces. D'ailleurs, il y a beaucoup un aspect aventure que j'aime pas mal. Donc, du coup, on le voit explorer d'autres univers, on apprend des nouvelles choses, des nouvelles notions. Et donc, du coup, comment ça marche? C'est tout le temps qu'il te présente un peu ce qu'il sait. Toujours de manière détournée parce qu'il peut jamais te parler directement. Donc du coup, il te présente toujours des choses qu'il sait et tu apprends en même temps que lui à d'autres moments. Quand il combat les ennemis, il n'est pas sorcier suprême parce qu'il maîtrise une magie incroyable. Non, non. Souvent, il combat des ennemis parce qu'il a des artefacts. Il en trouve et il fait ok, ça je sais ce que c'est et je sais pourquoi ça va me servir. Et même au bout d'un moment, il perd sa magie. Et donc du coup, ce qui lui permet de combattre ses ennemis, c'est qu'il comprend ce qui se passe et qu'il comprend ce qu'il a entre les mains. Et vraiment, c'est ça qu'on suit. C'est un mec qui est sorcier suprême, mais qui galère. Et moi, je trouve ça trop drôle parce que tu le vois tout le temps galérer, faire face à des trucs. Donc, du coup, tout le temps, tu as un aspect, ok, il faut que je trouve une solution. Donc, je cherche, je vais aller, je sais que j'ai entendu parler de ce truc-là, il faut que je parte me renseigner sur ça. Ok, maintenant que j'ai réussi à récupérer le peu d'informations, le maximum d'informations que je peux avoir, il faut que je parte voir. Donc, il va dans ce truc-là, etc. Et donc du coup on a un peu cet aspect là qui est un peu dans le premier parce qu'il étudie un peu la magie. Il y a même une séquence où il traîne dans les bibliothèques, où il transgresse des règles juste pour pouvoir lire certains trucs et apprendre certains spells. Dans le 2, on n'a ni ça, on n'a ni le fait qu'il est pas, je sais pas comment t'expliquer. On a plus cet aspect-là de, ok, en fait, il est sorcier, il est un bon sorcier parce qu'il comprend la magie, il comprend les trucs et il apprend des trucs. Non, non, on a un sorcier parce qu'il est sorcier. Il jette des sorts et donc ça fait de lui un sorcier. C'est tout. Et donc, je sais pas. Je trouve qu'il y a un peu une trahison, que ça soit même au niveau d'appeler le film Doctor Strange et même au niveau du sous-titre du film qui est Multiverse of Madness. Donc, il y a ni Doctor Strange, ni le Multiverse of Madness, il n'y avait rien en fait du titre. En plus, même dans ce qu'eux ont voulu raconter, ils l'ont mal fait. Parce que donc ils ont voulu raconter qu'il était passé dans l'émotion, etc. Parce que trop égocentrique. On aurait pu dire, ok, c'est pas parce qu'il est égocentrique, mais il est tellement devenu obsédé par le fait de protéger l'humanité qu'il en a perdu une partie de son âme et qu'il n'est presque plus humain dans sa façon de réfléchir, etc. Et on aurait pu pousser ce concept, puisqu'il se retrouve face à une ennemie surpuissante qui n'est motivée non plus par une entité cosmique, etc. Elle est motivée par un truc le plus con du monde, des émotions humaines et l'amour qu'on a pour ses enfants. Et du coup, faire que ce contraste faisait qu'elle était inarrêtable en termes de magie, que la seule chose qu'on pouvait résoudre, c'est ses émotions. Mais le problème, c'est qu'il était trop aveuglé par la praticité pour pouvoir voir ça. Et il aurait pu être la personne qui lui permettait d'avoir ce switch et de sauver le cas. Le fait est qu'à la fin, elle se soigne toute seule. C'est même pas lui qui a dû avoir une évolution pour pouvoir lui réussir à la comprendre et lui expliquer, etc. et lui faire sa thérapie. Elle l'a fait toute seule sa thérapie, elle voit ses enfants traumatisés, et elle fait oui, je vais arrêter d'être méchante parce que être méchante c'est pas gentil. J'avoue que c'est littéralement ça. Oui, la fin c'est ça. Et tu fais Doctor Strange il servait à rien parce que si la méchante elle était arrivée qu'elle avait fait pareil sans lui, elle aurait compris toute seule qu'elle était méchante et du coup ce film se serait fini sans que rien ne se passe. Donc même en essayant de raconter leur histoire qui n'est pas la bonne histoire pour Doctor Strange, ils auraient pu faire quelques switches pour rendre la chose un peu plus crédible, mieux construite, etc. Et ils n'ont fait aucun effort. T'as eu d'autres contacts avec l'univers Doctor Strange en dehors des films ou... Non, si ce n'est que du coup c'était mon personnage préféré de l'univers Marvel. Juste à cause du premier film, donc c'est pour ça que j'attendais vraiment le 2. J'avais décidé d'arrêter de regarder des films Marvel, puisque j'en avais marre, etc. Doctor Strange a été la seule exception. Elle restera la seule exception.
Et en fait, le 2 a détruit mon amour pour lui. Et avant, du coup, j'avais une petite figurine de lui, juste à cause du premier film. J'ai une table que j'ai faite avec des pages de bande dessinée. Là-dedans, il y a pas mal de pages de Doctor Strange parce que j'apprécie ce personnage. Enfin, j'apprécie maintenant. J'ai un peu perdu toute mon attention sur lui, mais sinon, pas trop d'autres contacts avec lui. Moi, pour le coup, ouais, je suis dans le même niveau que toi. C'est que moi, j'avais regardé le premier m'a mené à lire les comics, certains comics. Ça m'a pas mal plu. J'ai vu le deuxième film, je me suis senti éteint. J'ai été éteint. Je voulais pas. J'ai arrêté. La preuve étant que j'ai arrêté de lire les comics Doctor Strange. Quoique, je continue à des fois écouter la musique du premier, qui ça me rappelle des bons. Ouais, ça rappelle des bons trucs. Donc pour ça, la musique est vraiment bien. Ouais, elle a un côté distingué en plus. C'est ça. Il y a ces petits trucs un peu magiques. British distingué. Ouais. Mais c'est tout quoi. Le reste, le 2 il s'est fait massacrer. Apparemment, enfin, c'est même pas apparemment, j'ai vu le film du coup dans le Spider-Man dans lequel il aidait Peter Parker. Il s'est fait massacrer là aussi. Tu rates rien, absolument rien. Donc en fait, toutes ces apparitions, il se fait massacrer. Son film à lui, le second opus, il se fait massacrer. Pour moi, la vraie suite de Doctor Strange, c'est Infinity War. Je crois qu'il est pas dans Endgame si je me souviens bien, puisqu'il disparaît avec le claquement de doigts. Ouais. Mais donc il est dans Infinity War. Il est dans Endgame, mais je crois vers la fin. À la toute fin, quand tout le monde réapparaît. Mais donc il est dans Infinity War. Et justement, là, ça raconte exactement son personnage poussé jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est celui qui apporte la solution à tout le monde. C'est lui qui est le seul à savoir quelle est la solution. Mais il pense tellement à l'humanité, qu'il en fait un truc inhumain, c'est qu'il prévient pas la personne concernée, Iron Man, Tony Stark, que la seule solution c'est qu'il va mourir à la fin. Je crois que même il lui dit, je crois que la seule réponse qu'il lui donne, c'est que, alors si je m'en veux bien de l'interaction, c'est qu'il observe, du coup il fait un spell pour voir toutes les possibilités. Voilà, c'est ça grâce à sa pierre. C'est ça grâce à la pierre, donc il explore toutes les réalités, toutes les possibilités, etc. Ouais. Voilà. Et il disait que dans toutes les possibilités qu'il avait pu explorer, la seule où ils ont gagné que dans une seule. Et il avait dit à Tony Stark que, en fait, quand le moment sera venu, il le préviendra et qu'il devra faire quelque chose. Je crois que c'était dans Endgame où de loin il fait un hochement de tête à Tony Stark. Et je crois qu'il lui montre son doigt, si je me souviens bien, parce que dans Infinity War, il lui montre son doigt pour dire qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Et je crois qu'il lui remonte le doigt dans Endgame, si je me trompe pas, pour redire il n'y en a qu'une. Alors je pourrais pas te le confirmer, mais je sais qu'il y a une interaction entre les deux sans parole. Ouais. Et c'est là où Tony Stark comprend qu'il doit utiliser les pierres pour changer la donne. Ouais. Et du coup, c'est d'une violence assez nue à regarder une deuxième fois, puisque tu regardes Infinity War, tu vois que Doctor Strange, il est en train de condamner... de condamner ça te Iron Man. Tu vois que dans tout ce qu'il fait, il n'y a aucune chose qui fait preuve d'empathie à ce moment-là envers Iron Man. Je dirais plus dans le sens où on nous remonte le Doctor Strange du premier film qui est quand même assez pragmatique. Donc c'est pas quelque chose qu'il a envie, mais c'est quelque chose qu'il sait qu'il doit faire. Oui, derrière il n'en tire aucun plaisir. Oh, il n'en tire aucun plaisir, mais il sait que ça doit être fait et il sait que Iron Man le fera. Donc l'interaction entre les deux est vraiment... on n'est pas là en mode il lui fait un câlin avant de partir. Non, on est là où on est dans une interaction où, ok, là c'est ton job, c'est là où tu dois le faire. Et après, ce qui est marrant, c'est que presque j'avais fait un parallèle entre Doctor Strange et Iron Man. Ce qui est drôle de voir, c'est que donc Iron Man, c'est aussi un refus des responsabilités et quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Et ce qui est drôle, c'est que c'est presque une prise de relève, c'est-à-dire que Doctor Strange est celui qui amène Iron Man à sa plus grande prise de responsabilité, qui est le sacrifice ultime, le sacrifice de soi. Donc c'est pas illogique que ce soit Doctor Strange qui soit l'apporteur de cette nouvelle-là, et ça colle à Doctor Strange qui a fini son parcours dès le premier, et qui est presque en 10 secondes le mentor d'Iron Man là-dessus, en mode Iron Man,
faudrait que toi aussi tu prennes ta responsabilité maximum. Après, Je te fais on confiance. a quand même une évolution d'Iron Man dans ses films, mais Oui, oui. après, bon, c'était plus des prises de responsabilité sur les choix de son entreprise, etc. Oui. Donc les choix qu'il faisait. Mais ouais, là on est quand même sur autre chose parce que on parle d'un homme marié avec des enfants qui Ouais. doit maintenant. Ok, il a choisi de continuer à être Iron Man, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à Doctor Strange Malheureusement, moi je n'ai vu que les 2 films, à part en taper un et en lancer l'autre. Il y a pas, en fait, le truc c'est que les apparitions de Doctor Strange enfin dire dans le grand écran, ils sont assez. Elles sont un peu nombreuses. Ils sont peu nombreuses et même en termes de dessins animés occidentaux, on a très peu qui ont été marquantes. Moi, je connais pas. Je peux pas te dire. Je Ouais, sais donc pas. très honnêtement, là, on s'est basé vraiment sur le peu de comics que j'ai lu et l'expérience du coup de Kevin par rapport au film. Ouais, moi, je reste quand même sur le fait qu'ils ont tué le personnage. Ouais, Et mais je trouve c'est ça. plutôt. Ce qui est marrant, c'est que du coup, finalement, ce personnage est plutôt représentatif de Marvel. C'est-à-dire il fait partie de ces nombreux personnages qui ont dû apprendre à affronter leurs responsabilités et qui finalement est mort avec cette franchise en arrêtant d'être responsable. Et c'est ce qu'est devenu Marvel, un truc qui est responsable, qui crée une série sur une femme qui a des super pouvoirs mais qui préfère passer son temps à aller chercher à trouver un mec et à se plaindre de la vie. Le truc, c'est qu'on est quand même sur Je une. parlais de She-Hulk pour ceux qui Oui, n'ont pas chez suivi, Hulk. Malheureusement, je trouve ça un peu dommage parce que pour le coup, c'était vraiment un personnage qui aurait pu être intéressant. Bon, pour faire vite faire un petit dérivé. Du coup, tu suis sur She-Hulk là? Ouais, un petit Ok. dérivé vraiment léger pour rebondir un peu Ouais, sur on ce se que connaît, on se connaît, on se connaît. Mais pour le coup, ouais, She-Hulk, c'est un peu dommage. Enfin, l'idée est pas mauvaise. Je trouve ça très intéressant d'aller chercher des personnages qui racontent autre chose parce qu'on reste quand même sur le même, on va dire la même malédiction, si je peux me permettre le terme, que subit Banner. Mais maintenant, peut-être que ça sur un autre point de vue, comment c'est vécu par du coup sa cousine, si je dis pas de bêtises. Comment c'est vécu, etc., professionnellement, etc. C'est un aspect qui pourrait être intéressant, mais ils ont décidé de switcher sur quelque chose de moins sérieux. Ouais. Mais le parallèle en plus c'est plutôt bon, puisque donc Bruce Banner c'est un scientifique, donc la méthode scientifique c'est la méthode de réflexion, c'est le niveau ultime de prise de recul et de réflexion. Et Hulk c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est la puissance brute sans réflexion. Et donc elle est avocate, si je ne me trompe pas. Exact. Et donc là, c'est aussi quelque chose de réflexion, mais c'est plus sur de la résolution de problèmes, c'est sur le respect des règles et questionner les règles, etc. Et donc c'est aussi intéressant de faire un parallèle entre quelqu'un qui a ce type de responsabilité-là et de la mettre avec le pouvoir de Hulk, c'est-à-dire de la résolution de problèmes avec aucune notion du respect d'aucune règle. Et ils ont totalement zappé ça de ce que j'ai entendu dire. Ouais, ils sont pas restés trop conscients là-dessus, je peux te le dire. Et d'ailleurs, un autre problème de ça, c'est que on a eu le Hulk qu'on connaît, donc les premières apparitions de Hulk, c'est même le concept du personnage, c'est que on a un Dr Jekyll et Mr Hyde, ouais. C'est-à-dire qu'on a deux facettes, une beaucoup moins contrôlée, chaotique, et une facette beaucoup plus réfléchie, qu'on a perdu d'ailleurs. Hulk Banner maintenant, c'est une seule personne, c'est le Hulk, il est baraque, etc. en version Hulk, mais il est réfléchi, donc maintenant c'est un Hulk qui porte des lunettes. Ok, donc on a perdu complètement l'intérêt du personnage, beaucoup plus du tout intéressant. Moi je pensais qu'on aurait pu le récupérer du côté de She-Hulk, et même explorer justement un autre aspect intéressant, on va voir un peu ce qui pouvait être raconté là. Et là non, en fait ça s'est complètement délaissé, là on est parti sur quelque chose de complètement différent. Comme je l'ai dit 10 fois, je ne suis pas fan de toute cette saga et ces franchises. Pourtant, j'ai senti un coup de poignard dans le cœur quand j'ai vu Hulk dabé dans Endgame. J'ai jamais compris, tout le monde était en train d'encenser ce film. Moi j'étais resté fixé à pourquoi on a vu Thor jouer à Fortnite et Hulk dabé. Personne ne veut réagir par rapport à ça, on fait comme si tout est d'accord.
Et pourtant, vraiment, Luc, je m'en fous, mais j'ai pris un coup de poignet en voyant Luc Navé. Ah non, mais c'est beaucoup trop catastrophique. Bon, bah, je pense qu'on peut refermer le cercueil de cette conversation et Le laisser Docteur Doctor Strange mourir trompé. Ouais, laissons les jeux. C'est quelque chose qui, avec les reboots, les remakes, tout ça, laissons les bonnes idées mourir. Elles ont existé, on a été heureux qu'elles existent. Laissons-la mourir en paix et arrêtons de ressusciter leurs cadavres. Ouais, respectons les morts. Et donc c'est une giga bonne transition, puisque j'avais oublié, mais le prochain sujet c'est les zombies. Donc en fait, on a vu ce qu'on vient de dire et déterrons les cadavres pour parler du genre qui déterre les cadavres jusqu'à plus fort. Alors là-dessus, je te laisse prendre le bâton pour diriger la conversation parce que je sais que toi, d'ailleurs, quand c'était connu, tu étais encore durant ta période de... On est tous les deux en Ouais, on était tous les deux en période zombie, mais là-dessus. on s'est connus là-dessus. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est toi qui m'avais poussé, je crois, et poussé à acheter le livre Survie en territoire zombie. Ouais. C'est vraiment le livre qui m'a... C'est vraiment un livre de... Alors, je me permets le terme, mais c'est un livre de matrixé. Mais quand on était gosse, c'était en mode... On pensait qu'à ça. On pensait qu'à ça, donc c'était incroyable. Donc bon, le livre, je sais qu'il vaut pas grand-chose, mais qu'il y a toujours cette valeur un peu sentimentale de me rappeler de ma crédulité, de ma naïveté plutôt, parce que crédulité c'est un peu péjoratif, mais de ma naïveté quand j'étais petit face à ce truc-là. Donc je le garde toujours, il est toujours dans ma bibliothèque et... mais Avant même de commencer, on va switcher dessus. Tu cites ce livre comme si c'était un livre paumé de nulle part. C'est pas n'importe quel livre, Ouais. C'est de Max Brooks, donc celui qui a écrit World War Z. exact. Très bon livre. On passera probablement dessus en parlant de ce genre. Donc ce genre, c'est un genre assez intéressant parce que il est relié à ses départs et quand même encore un peu beaucoup aujourd'hui dans la culture commune qu'on a au genre horreur. Donc quelque chose avec pas trop plutôt un passe-temps divertissement sans toute réflexion. Alors que le zombie est tout le temps lié à de la réflexion très symbolique et humaine. Les tout débuts, donc avec le premier film qu'on considère un peu comme zombie, on va pas commencer à faire tout l'étalage qu'il y en a eu avant avec Ouais. Last Survivor, le Last Man on Earth, etc. On va dire le tout premier, ne nous prenons pas la tête, c'est La Nuit des Morts Vivants. Et La Nuit des Morts Vivants, il y avait tous des parallèles entre les zombies, la société de consommation, etc. Donc dès qu'il est né, il y avait déjà une réflexion qui lui a été affublée et qui a continué à rester aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est affublé de ça, mais pourtant, c'est l'un des genres horrifiques qui a le plus tendance à tendre vers le réalisme, avec de grosses guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de productions dans le genre zombie qui essayent un peu maladroitement de justifier, et souvent on essaye le plus réaliste possible, avoir le plus de trucs pour expliquer pourquoi on aurait une invasion zombie. Et une fois qu'on a mis ce postulat-là, qui est la grosse arnaque et qui est totalement fausse, tout d'un coup, tout le monde décide de partir sur quelque chose d'extrêmement réaliste. Et de dire comment tu... Et en fait, c'est un peu le gros postulat du zombie, ce qu'il apporte. C'est Robert Kirkman, celui qui a écrit le Walking Dead, qui disait ça. Pourquoi il aime le genre zombie ? Il disait, c'est un moyen très simple de mettre les gens dans des situations extrêmes et de voir comment ils réagissent, et donc en fait de dévoiler L'humain, ouais. Voilà, donc c'est un genre très très humain, très très axé sur la réaction des gens, les relations entre les personnages, etc. Et en fait, le zombie, c'est pratiquement une épice. Du sel, le sel. Le sel, c'est un révélateur de goût. Il n'a pas spécialement de goût normalement. Et c'est juste un révélateur de goût. Donc voilà, je lance un peu le truc. Je te laisse continuer sur le genre zombie. Pour continuer un peu ce que tu disais, en reprenant l'auteur de The Walking Dead, je pense que la vraie explosion qu'on a eue par rapport au genre zombie et qu'il a vraiment, on va popularisé et introduite au grand public, je précise bien, ça reste The Walking Dead avec du coup son auteur qui utilise, alors ça a été plutôt bien respecté dans la série jusqu'au saison 7, saison 7, 6.
où justement on restait plutôt, on va dire, fidèle au sujet des comics, c'est-à-dire que on utilisait le zombie pour révéler l'humain. Donc ça a commencé déjà par des petits groupes, révéler se concentrer beaucoup plus sur les interactions sociales et humaines entre des petits groupes. D'individu à individu. D'individu à individu. Ça a évolué en... alors, je me rappelle plus si c'était... Non, je crois que c'était groupe à groupe. De communauté, de personnes à groupe, de groupe à groupe. Après, du coup, ça crée des communautés. Puis c'est après, ça revient presque à un état à la toute fin. Exact. Donc ça, c'était au niveau des comics. Donc c'est pour ça que la série a plutôt bien réussi à réimprégner, on va dire, se réimprégner des sujets abordés par les comics au début, mais quand ça commençait à avoir une plus grande... on va dire ça commençait à atteindre une plus grande échelle, ça a été beaucoup plus compliqué pour la série. Ouais. Qui d'ailleurs... alors, je te parle en connaissance de cause. Hein. Je l'ai vu jusqu'à la fin. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je me suis torturé. Je me suis torturé dans les dernières saisons. Mais c'était très fort. Une série très très forte. Beaucoup plus adoucie que les comics, parce que les comics sont un peu plus violents sur les prises de décision. Dans les comics, en plus ça c'est d'ailleurs toi qui me l'as dit, c'est que dans les comics, Rick, il perd sa main à un moment donné où dans la série, il la gardait. Oui, ils n'ont rien remplacé par ça. C'est ça, ils n'ont rien remplacé, donc pas de conséquences. Mais ouais, c'est ça qui a plutôt bien réussi et d'ailleurs, The Walking Dead ne cherche pas à faire évoluer ses zombies. On a plutôt les mêmes durant toute la série. Alors, il y en a une involontaire. Si tu re-regardes la première saison, tu remarqueras que les zombies ont certaines capacités qu'ils ont perdues, comme par exemple tenter d'ouvrir une poignée de porte, d'utiliser un rocher pour casser une vitre, ce genre de choses. Ils ont des capacités qu'ils ont perdues au fur et à mesure, parce qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient, quoi. Donc c'est pas une volonté de faire évoluer un zombie. C'est ça, c'est pas voulu, mais on va dire que même dans les dernières saisons, ils ont abordé le sujet de l'évolution des zombies, mais ça a été super léger, et franchement, s'ils y étaient allés jusqu'au bout, je pense que j'aurais arrêté net. The Walking Dead n'a toujours pas pour objectif de faire évoluer ses zombies. Au contraire, par rapport à d'autres licences, si on peut commencer à faire du parallélisme directement, le tout premier, d'ailleurs on l'a abordé, World War Z. Banger absolu le film. Et d'ailleurs le bouquin, je pense que tu l'as lu toi. Ouais, les deux ont aucun rapport et les deux sont bons. Ok. Le bouquin, et le jeu vidéo aussi est bon. Et le bouquin, il aborde quoi? Parce que moi, je l'ai pas lu. Le bouquin, donc c'est exactement ce qu'on expliquait. C'est quelque chose de très humain et très réaliste à la fois. C'est un ensemble de témoignages de gens qui témoignent après pas l'apocalypse zombie, puisqu'ils ont survécu justement, mais après, du coup, c'est pas une apocalypse, c'est une guerre, d'où le titre World War Z. C'est une guerre qui a ravagé comme la première et la seconde guerre mondiale, sauf que ce n'était pas des humains en face, c'était des zombies. Et donc, on a un ensemble de témoignages qui sont reportés par une personne. Donc, le personnage, entre guillemets, principal qu'on connaît à peine, qui est quelqu'un qui est un peu l'équivalent d'un... Il participe à l'ONU ou je sais pas quoi, et il va un peu partout dans le monde pour recueillir les témoignages des gens de ce qui s'est passé, pour essayer de reconstituer l'histoire et de garder des mémoires de ça. Et donc, c'est plein de micro-histoires que tu vas enchaîner, qui se retrouvent à des endroits différents, à des moments différents, juste avant, pendant, à l'après, etc. Et donc, tu vas voir tous ces témoignages qui sont très réalistes, parce qu'on essaye de dépeindre comment, vraiment, avec des zombies, on pourrait avoir une société qui prend super cher. Et aussi, de nouveau, très humain, parce que c'est toujours à travers la vision d'un personnage, et chaque personnage a des visions très différentes. Il y a notamment le témoignage d'une femme qui parle comme une enfant, et au début, en fait, tu crois que c'est une enfant, mais c'est pas une enfant, parce que c'est juste qu'elle a été tellement traumatisée pendant son enfance à cause de ces événements qu'elle est restée bloquée à cet âge-là. T'as un moment, t'as des Britanniques qui se foutent de la gueule des Français, parce que t'as eu un témoignage des Français qui galéraient à laver Paris, parce que Paris, c'est des égouts, c'est des métros, c'est des catacombes, donc en fait, on a eu un énorme bordel au niveau des zombies là-dessous, comment les vider ça une fois que tout était fini. Et t'as les Britanniques qui se foutent de notre gueule en disant ouais,
ces Français qui galèrent pendant que nous on était dans nos châteaux, etc. Donc du coup chaque personnage a vraiment Une saveur. une identité propre qui accompagne son récit et donc à la fois très humain et à la fois du coup très réaliste et c'est des zombies un peu classiques, rien à voir avec le Le film film. qui du coup est l'équivalent d'un agent secret ou pas Non, c'est un agent médecin. secret, C'est un médecin. non, 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 pas Le du tout. personnage- Il doit chercher un médecin. Mais c'est Attends, le quelqu'un personnage- des opérations spéciales. Le personnage principal Ouais. Joué par Brad Pitt Oui. Je Oui, pensais que justement, il doit chercher un médecin. Il me semble que c'était un médecin. Hein. Sûr Ah, alors peut-être. Non, En tout non, cas, il me semble travaille que- dans des trucs il me- d'opérations spéciales. Ouais, dans tous mais les il me cas. semble que c'est un médecin. Ok. Je suis sûr que c'est un médecin Ouais. parce que si tu te rappelles, il y avait une scène dans le film où il le concoctait. Il a réussi à. Bon, je crois qu'ils étaient dans un hôpital Ouais. où ils avaient réussi à concocter quelque chose, Ah, une sorte oui. d'antidote, et il se l'était fait injecter. Et le seul moyen de le tester, c'était de se mettre face aux zombies et voir comment ça allait se passer. Et donc la grosse différence qui pourrait dire, et ça respecte vraiment pas le livre, c'est que les zombies sont boostés à fond et donc il y a des hordes et des vagues. Mais quand je dis des vagues, ce n'est pas d'une métaphore, c'est-à-dire qu'il y a visuellement des amas de zombies qui ressemblent à des vagues qui sont dans les rues. C'est assez impressionnant visuellement, c'est très marrant, très intéressant, même si on perd un peu pas de réalisme, mais on passe sur une imagerie très différente de d'habitude. Mais ce qui est marrant, c'est que en décidant de faire totalement autre chose, ils vont un peu respecter, c'est-à-dire que comment tu fais un seul film sur plein de témoignages de différentes personnes, eh bien ils ont pris ce parti pris de switcher ça sur une seule personne, donc cette personne qui va à travers le monde. Le problème, c'est comment tu justifies le truc qui voyage à travers le monde. En fait, ils vont reprendre, c'est autant un film de zombies que je dirais pratiquement un James Bond. C'est-à-dire que le James Bond, il y a un nouveau méchant, un nouveau problème dans le monde, et je vais devoir voyager à travers le monde pour mener mon enquête sur qui est le méchant et comment l'arrêter. Et World War Z, c'est exactement ça, on a une nouvelle ennemi, le zombie, et il va falloir voyager à travers le monde pour se renseigner sur ce qu'est le zombie et comment réussir à l'arrêter. Donc c'est une enquête à travers les pays. C'est comme ça on pourrait très globalement résumer. Enfin, c'est l'un des angles qu'on pourrait avoir en parlant de 007, de James Bond. Et ils reprennent ça pour essayer de garder World War Z, pas la guerre contre les zombies, la guerre mondiale contre les zombies. Et donc du coup, en faisant totalement autre chose, il y a presque une idée de bien respecter le livre, quoi. C'est une réinterprétation totale, mais très intéressante. Et déjà, on a deux marche. aspects différents. Et déjà, ça remonte déjà ce qu'on disait au départ. C'était le fait que le genre zombie servait beaucoup plus à appuyer et à surligner l'humain. Oui. On a déjà deux types de manières d'aborder la question. Donc, on a eu le côté The Walking Dead, beaucoup plus axé donc, du coup, sur l'évolution. Alors, on avait un genre de dézoom sur l'humain. Je place juste. Ouais. Donc, généralement, les histoires, on peut dire qu'elles sont plot-driven, donc tirées par les événements de l'histoire, character-driven, qui sont tirées par les personnages. Et souvent, le genre zombie est très character-driven. Walking Dead étant le meilleur exemple. L'histoire, elle est pratiquement inexistante. Entre 10 saisons, si tu voulais résumer ce qui se passait, il se passe rien à part on affronte des gens et des zombies. Parce qu'en fait, il y aurait beaucoup trop à raconter si on voulait passer sur le caractère driven, parce que tu dis, oui, ce personnage, il passait par ces étapes-là, du coup, il a eu cette personnalité. Et en fait, quand tu regardes la personnalité d'un personnage sur les 11 saisons, ou même sur 5-6 saisons, moi je m'étais raté à la 7, sur 7 saisons, le personnage principal n'a pas du tout la même personnalité d'une saison à l'autre, parce que c'est ça qui va porter le récit. Et World War Z est probablement l'un des rares à être plot driven, mais sinon c'est pratiquement que du caractère driven. Après, World War 6, ça s'y prête beaucoup plus. Déjà, ne serait-ce qu'en termes d'adversaires, on n'est pas sur le même type d'adversaire. Donc, The Walking Dead, on est sur des adversaires, ce que je vais appeler beaucoup plus passifs, si je peux me permettre le terme. Oui. Donc, on est sur des zombies beaucoup plus passifs. Donc, le vrai danger des zombies de The Walking Dead, c'est le nombre. Alors que dans World War Z, un seul suffit, c'est que le zombie court. Déjà, on se rend pas compte, mais c'est super violent. C'est que semer un zombie qui marche, ça va, mais semer un zombie qui court et qui saute sur des murs, on est quand même sur quelque chose de bien différent. Alors, je parle même pas de ce que tu disais déjà par rapport aux vagues. Dans le film, on le voit très bien, c'est que quand ils sont plusieurs, ça devient ingérable.
on peut pas faire face à ça. Mm. Attends, on a quoi d'autre comme Warm Bodies. Warm Bodies qui est bien différent et ça je trouve. Ah oui, donc là c'est un exemple typique que c'est du sel de zombie, c'est pas autre chose. Warm Bodies, c'est Twilight avec un zombie. Et bien fait. Ouais, et Bien avec fait. de l'humour, etc. Voilà, on peut voir, on n'est pas les plus grands connaisseurs du genre, mais on peut voir qu'on l'a suffisamment aimé pour vous dire qu'on a regardé un Twilight version zombie et qu'on l'a aimé. Et il est bon, hein, vraiment, vous bloquez pas sur le fait qu'on le compare à Twilight, mais Mais c'est que l'histoire, c'est la même chose, c'est-à-dire une femme qui va tomber amoureuse d'un zombie. c'est ça, quand on le dit. Promis, il n'y a rien de glauque là-dedans, Ouais. c'est bien géré. Mais Warm Bodies est vraiment très très bon. Je trouve que c'est une très très bonne, on va dire, très très bonne attaque du sujet zombie, Ouais. tellement différente du reste que c'est le seul film d'ailleurs Mhm. qui abordait le sujet zombie comme ça. Il n'y en a pas Ouais, d'autre. ouais. Du coup, ce qui est très marrant, c'est que le zombie garde une part d'humain. On suit l'un de ces zombies-là. Ouais. Et ce qui est très marrant, c'est que du coup, c'est littéralement des humains déshumanisés qui peuvent. Alors, ils ont réussi à faire quelque chose dans le film, je sais pas si tu te rappelles, c'est que pour expliquer le fait qu'il y a cette évolution-là vers le zombie, c'est qu'on a des zombies qui gardent encore, alors dû au fait qu'ils sont zombifiés, ils perdent certaines capacités, que ce soit cognitives Oui, oui. et au niveau de la réflexion et l'articulation, mais on reste sur le fait que c'est des anciens humains, donc il reste des artefacts de ce qu'ils étaient avant, donc on voit qu'il y a comme une évolution parce qu'on voit qu'on a les zombies qui sont encore qui viennent à peine de se transformer et qui sont encore et ceux qui ont une décrépitude et qui ça, au point ils sont devenus des squelettes à la fin. ouais, au point ils sont devenus des êtres squelettiques et là on est sur quelque chose de beaucoup plus violent parce que ils sont purement dirigés par leurs instincts primaires. Oui. Parce que là ils ont décidé de rater le réalisme et de repartir sur la partie symbolique du zombie et ils ont dit ok, en fait le fait qu'il soit décrépit, en état de décomposition n'est pas lié au temps, en réalité si, mais il est lié à autre chose, il est lié au désespoir de ne pas pouvoir redevenir humain et au choix petit à petit de perdre son humanité. Et du coup, c'est pour ça qu'avec le temps, ils le deviennent, c'est que plus le temps passe, plus ils abandonnent leur volonté d'être humain et s'arrachent eux-mêmes la peau au fur et à mesure jusqu'à devenir pratiquement des squelettes. Donc le squelette ne devrait pas être un zombie, mais dans toute l'histoire et tout ce qu'il raconte et leur symbolique, c'est plutôt logique. Et du coup, il y a tout ce récit sur la déshumanisation. Et le début est très 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 bien géré, c'est le meilleur du film. Le début, c'est une présentation du personnage principal qui se balade au milieu de l'aéroport qui est plein de zombies. Donc un zombie qui se balade au milieu des zombies. On suit ses pensées. Et en fait, on voit toute cette question sur la déshumanisation avec cet aspect, en fait, est-ce que les gens ne l'étaient pas déjà avant, avec cet excellent parallèle où il essaie de s'imaginer l'aéroport, comment il devait être avant, plein de vie, que ça devait être agréable avant tout ça. Et donc la caméra tourne autour de lui, puis on voit petit à petit le monde changer avec les humains. Et tu vois tous les gens à l'aéroport, il y a beaucoup plus de mouvements, mais tout le monde est sur son téléphone portable et personne ne parle à personne, et donc la communication est déjà morte. Et donc c'est à peu près ce qu'est le zombie, c'est qu'il ne communique pas avec les autres. Et donc finalement, il avait bien compris que c'était du sel qui permettait de raconter son histoire d'amour, etc. Mais il utilise ce sel de façon intelligente et pas comme n'importe quel sel, puisqu'il décide d'utiliser cette symbolique pour raconter des choses sur ce qu'est l'humain, etc. Donc moi, c'est ce que je pense qu'on peut tirer du zombie. Après, je pense qu'on n'y a même pas pensé tellement on est dans cet aspect-là du zombie qu'on a oublié une partie du zombie qui a contredire un peu ce qu'on dit, mais qui du coup est plus horreur que zombie en soi, ce serait Resident Evil. Oui. Resident Evil contredit à peu près tout ce qu'on a dit. Après Resident Evil est un peu différent dans le sens, alors déjà on est sur une œuvre issue de jeux vidéo à la base. Ouais. Okay. Donc les films, je trouve pas intéressant de les aborder, mais peut-être qu'on les abordera un tout petit peu, mais on va plus se concentrer sur les jeux. Ce qui est intéressant avec Resident Evil, c'est que on reste quand même sur le fait que on reste quand même sur du focus d'humain, dans le sens où on est à l'origine de cette épidémie.
Et à la base, Resident Evil, ça parle du fait que c'est issu d'humains qui essaient de mettre en place des armes biologiques, enfin qui essaient d'utiliser justement ce genre de choses dans un but agressif. Et ce qui se passe, c'est que en fait, à la base, c'était contrôlé, c'était voulu. C'était quelque chose de voulu. Et c'est que après, c'est sorti hors de contrôle. C'est parti hors de contrôle. Et là, on est parti sur quelque chose de. Puis il y a aussi le sujet sur les méga corporations, les grandes sociétés, etc. Effectivement. Donc peut-être que, disons que par rapport à plein d'autres genres, c'est celui. En fait, du coup, finalement, tu as raison, il a gardé du propos, mais c'en est un qui a pas du tout oublié le début qui était de ce qui devrait garder le genre zombie de l'horreur, c'est-à-dire être du divertissement. Et il a pratiquement tout effacé pour ne rester que du divertissement. Après, j'ai envie de dire, tous en ont encore un peu. Walking Dead, c'est pas pour rien qu'il a explosé, c'est qu'ils ont réussi à trouver cette recette très divertissante de cette peur que les personnages puissent mourir, et qui marche bien. Mais donc ouais, si t'as raison, si ça, en fait c'est pas. Après, on a eu, là on en parle, mais là on parlait vraiment pas mal de, pour contextualiser, on parlait quand même de l'âge d'or où on a eu quand même pas mal d'œuvres de zombies. On a après eu, je pense à peut-être 2015, on a commencé à 2015-2014, on a commencé à avoir cette baisse, on va dire un peu de. Comme toujours, toujours. Ouais, mais on a eu un contre Uno. On a eu un contre Uno, The Last of Us. The Last of Us qui a réinventé, on va dire. Pas réinventé, remis au goût du jour. C'est pas des zombies, je sais ce que tu vas t'apprêter à me dire. Non, si, pour moi c'est des zombies. Je veux pas jouer le coup du ah oui, mais ce zombie, on peut pas lui tirer, on peut lui tirer autre part que de un tel, donc c'est pas un zombie, etc. Non, ce que je veux dire, c'est que tu as dit 2015 et Last of Us c'est 2013, donc ce serait plutôt un chant du cygne qu'un contre-exemple. Et attends, mais il y a eu une explosion. The Last of Us a explosé en 2013 ? Tout de suite en 2013 ? Oui, le premier, oui, a très bien marché. Mais ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une ou deux. Justement, je pense que c'est ça qui montre que le genre est mort. C'est que dans les œuvres récentes, on ne peut que citer les bonnes œuvres. Et elles percent non pas parce qu'elles sont zombies, mais parce qu'elles sont devenues bonnes. Enfin, parce qu'elles sont bonnes. Et on peut en citer plein des œuvres des années 2010, etc. Comme Warm Bodies. On ne connaîtrait pas d'équivalent Warm Bodies d'aujourd'hui. C'est pas une œuvre incroyable, mais vu qu'on était dans cette période-là, c'est ça qu'on regardait. Et je pense que il y a un cycle et que certains genres perdent le devant de la scène. Après, l'avantage de The Last of Us, c'est qu'il reste quand même bien ancré sur. Je sais pas comment dire. Ils ont. Déjà, même au niveau des zombies, ils ont inventé un peu l'ennemi, on va dire le sel qui est utilisé pour remettre un peu en avant, on va dire, l'humain. C'est que on n'a plus affaire aux zombies auxquels on a l'habitude de faire face. Donc là, on a une origine bien différente. C'est plus un virus, c'est un champignon. Et il y a un truc très intéressant. Mais toujours avec cette volonté de l'expliquer de façon rationnelle. Ouais, toujours avec cette volonté de l'expliquer de façon rationnelle. Et d'ailleurs, on reste sur cette idée de... on reste quand même sur cette idée pas mal tirée de World War Z, c'est qu'on suit du coup Joël et Ellie qui voyagent pour trouver à la base un remède. Donc, je crois que World War Z, le film, est sorti trop tard pour pouvoir dire que c'est inspiré d'eux. Check. Mais il y a ils sont sortis la même année. Le hasard fait bien les choses. Mais on reste quand même sur cet aspect-là de... Bon, du coup, on peut pas dire que c'est inspiré, mais on reste quand même sur cet aspect-là de... Ok, notre objectif, ce qui en réalité nous justifie le fait qu'on reste ensemble et qu'on va continuer, c'est qu'on est là pour l'antidote et c'est pour ça qu'on fait tout ça. Donc du coup, bon là, on a toute l'histoire qui se crée, donc il y a une relation père-fille qui va se créer entre Joël et Ellie. Et déjà, je trouve que c'est un truc plutôt beau qui n'a pas été raconté
dans le genre zombie jusqu'à maintenant. J'ai fait super gaffe, je parle lentement parce que j'essaie de réfléchir en même temps pour faire gaffe que j'ai pas une œuvre qui me vient en tête qui a déjà abordé le sujet là sous cet aspect-là, mais il me semble que c'est le seul. Alors dis-moi si je dis pas une connerie. Continuons, et si ça se trouve, un œuvre. Alors en tout cas c'est la seule œuvre qui nous vient en tête maintenant à ce moment T qui aurait abordé le sujet de ok, on va utiliser les zombies, mais cette fois-ci, ok, on va mettre en avant la relation. La parentalité. C'est ça, la parentalité. Et jusqu'à aujourd'hui, les seules œuvres qui sont restées dans le genre, moi, le seul truc qui me vient en tête, c'est The Last of Us. Donc on a eu la série, mais... Ce qui survit maintenant, ce n'est plus les œuvres du genre, c'est les bonnes œuvres tout simplement. Oui, mais t'as quoi d'autre comme bonnes œuvres zombies qui te viendraient en tête là tout de suite? À part la série Last of Us. Ouais, c'est galère, hein, vas-y. Comme ça, là, rien. Moi, il n'y a rien qui me vient en tête. Hein. Oui. Bon. Donc oui, il est mort avec de grosses guillemets, au sens où il va toujours exister, mais la place qu'il a eue ne sera plus jamais la même. Enfin, plus jamais, si ça se trouve, elle reviendra. C'est très cyclique, ce genre de choses, mais c'est pas prêt d'être tout de suite. Après, ce qui est intéressant, c'est que je vais prendre un autre exemple. Je suis une légende, Ouais. qui est à la base, qui est à la base d'un livre, oui. Et dans le film, on dirait que c'est on dirait que c'est des zombies, mais en réalité, dans les bouquins, c'est des vampires. Si je dis pas de conneries. En fait, non, le bouquin, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des vampires, mais le traitement de la chose est zombie. C'est-à-dire qu'ils ont peur de... Là, ils les repoussent, ils veulent pas voir leur reflet dans le miroir, le soleil leur fait mal. Sauf que chacun de ces trois éléments est expliqué de façon rationnelle et scientifique. Donc toujours dans cette volonté de réalisme, encore plus dans le bouquin que dans le livre. Et ça, aussi, le vampire, généralement le vampire c'est un individu, c'est-à-dire qu'il fait des choix, qu'il a une personnalité, chose que n'a pas le zombie, que le vampire peut exister en tant qu'individu, enfin en tant qu'une entité individuelle, c'est-à-dire que tu peux parler de Dracula, mais tu peux pas me dire, oui, le zombie le plus connu c'est lui. Enfin, probablement chez les connaisseurs, mais tu n'as aucun nom zombie qui existe, parce qu'en fait le zombie c'est un groupe. Je veux dire, si tu croises un seul zombie, tu fais, mais tu vas pas me faire une histoire avec, tu peux pas me faire un film avec juste un zombie qui traîne. Il faut des zombies. Tandis que les vampires, c'est beaucoup plus axé sur un problème d'une personne à une personne. Et justement, Je suis une légende le traite exactement comme le zombie, c'est-à-dire c'est un groupe. Et toujours avec des réflexions sur la symbolique. Dans le livre notamment, il y a tout ce truc, ils gardent la mémoire de leur passé, mais pas en mode ils restent humains, en mode ils peuvent l'utiliser pour nuire aux humains. Et donc le personnage qui vit seul au milieu des vampires se fait attaquer tous les soirs parce que les vampires approchent de chez lui, donc il est obligé de cultiver de l'ail, de mettre des miroirs, etc. pour se protéger. Mais il entend en continu ces vampires qui viennent le harceler, dont son meilleur ami qui vient et qui se paye sa gueule tous les soirs. et ça, c'est une approche très 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 zombie, même s'il parle cette idée que le passé ressurgit, c'est très très zombiesque. Et donc, même s'il y a un skin vampire, c'est très très zombie. Et c'est pour ça que je disais, est-ce que on pourrait parler, disons, de comment est né le genre zombie. Le livre Je suis une légende date d'avant. Comment ça s'appelle Avant le genre. Avant La Nuit des Morts Vivants. Avant la nuit. Et l'une de ses adaptations, The Last Man on Earth, qui est très accurate par rapport au livre, mais moins poignante, parce qu'on n'a pas le point de vue direct, ses pensées, etc., parce qu'il devient ma boule, l'homme à force de vivre seul avec ces gens qui le harcèlent. Le film date d'avant La Nuit des Morts Vivants également. Et aussi, il y a plein d'éléments clés dans le visuel zombie qui existe déjà. C'est-à-dire que c'est déjà un homme seul qui se barricade. Tu as vraiment cette idée de barricade, de horde, avec ce groupe qui vient le chercher. Cette idée de vider les zones. Ce côté très urbain et très contemporain.
Il y a vraiment tout un ensemble de visuels qui sont déjà présents et c'est assez incroyable de les voir naître dans cette film. Oh là là, mais déjà, rien que de commencer à essayer de justifier, et même s'il dit que c'est des vampires, il justifie ça avec une maladie, je trouve ça incroyable. Et du coup, le type, il va commencer à faire des études, genre regarder les microbactéries, tout ça. Tu fais, mais c'est un truc de vampire ou pas? Je comprends pas. Bah, pour le coup c'est là où ce que je cherchais à aborder, c'est que je me dis peut-être qu'il y aura peut-être un genre de renouveau, Mhm. mais peut-être pas, on sera peut-être pas les zombies qu'on a connus. Ouais, généralement, ils se relancent toujours, comme tu l'as dit. Donc, tu as eu les nouveaux Last of Us, c'est les. Comment ça s'appelle avec le Cordyceps, donc Ouais. basé sur des champignons qui existent réellement, qui prennent le contrôle de fourmis et de quelques insectes. Ouais. Mais avant, on a eu l'infecté. Donc, c'est pas un zombie, mais c'est un humain dépossédé de ses capacités humaines et qui vient mordre les gens. Et ça, c'était 28 jours plus tard qu'il a amené et qui avait un peu renouvelé le genre en les reboostant un peu. Euh, la créature, très très bon film. Ouais, on le conseille, hein, 100%. Un cours de montage incroyable aussi si vous voulez être monteur. 28 jours plus tard. La... C'était quoi le deuxième opus? Je crois que c'était 28 semaines plus 28 tard. semaines plus tard, ouais. Pareil, si vous voulez devenir monteur, regardez 28 semaines plus tard. Euh, c'est. Il risque de Je pense sûrement que y c'est avoir. un genre qui est assez. C'est pour ça qu'il est aussi marquant, c'est parce que on a quand même parlé pas mal d'histoires, mais c'est plus des personnages qui nous marquent. Vu que chaque franchise, on l'a un peu abordé de loin, on les a pas cités, mais en fait, en parlant de ce genre, je pense que c'est l'un des genres où on pourrait citer le plus de personnages sans réfléchir. Déjà, avec Walking Dead, on pourrait parler, on me disait, Ouais. on pourrait en citer plein. Là, t'as The pas Last pu of Us. t'empêcher avec Last of Us de citer Joel et Ellie. Je crois que tu as même essayé d'en citer avec Resident Evil, même si je connais moins, mais on peut déjà j'y ai jamais joué, mais je peux déjà te citer Léon, comme il y a Je me rappelle plus la... celle qui Ah, appelle tout le temps Léon. ouais, j'ai oublié son nom. On a des personnages en tête, Ouais, des personnages marquants, ouais. donc c'est Wormodies, je Wormodies, crois que c'est- c'est R le personnage principal ou Z en fonction de ses lettres. Et tout est axé sur son personnage principal, même quand c'est un zombie. Donc ouais, c'est très très caractère driven et du coup très très proche de l'humain. Et je pense que c'est pour ça que quand on était jeune, qu'on était en train de se former, que nos rapports aux autres étaient en train de se faire, de voir le zombie, ça marchait du feu de Dieu. Après, bon, le problème c'est qu'il faut comprendre que c'est des épices qui boostent les rapports humains, mais aussi la morale, etc. Mais qu'il ne faut pas adapter ça directement à la vie réelle, parce qu'il n'y a pas cette épice-là dans la vie réelle. On est d'accord. Mais ouais, c'est... c'est un peu nostalgique, un peu triste là sur comment on finit le sujet parce que en vrai, le fait juste qu'on ait discuté du fait de quelles sont les œuvres qu'on pourrait citer maintenant, récentes de zombies, ouais, moi ça m'a. Mais à part Back 4 Blood, Oui, mais ça c'est la pas. suite de Oui, mais Left ça 4 c'est des Dead. jeux, ça c'est pas. Ouais. Je sais pas, moi, Background, de toute façon, il n'y a pas d'histoire, donc je vois même pas ce que tu voudrais raconter dessus. Oui, c'est le divertissement pur. Ouais, et je vois pas d'autres œuvres vraiment qui ont repris le genre et qui se Ouais, le le sont truc, c'est que appropriés. Last of Us, c'est récent, là, la série, maintenant, l'adaptation série. Ouais, C'est cette année. peut-être, C'est le peut-être, début de cette année. peut-être, bon, après, bien sûr, on finira le sujet, mais peut-être Castlevania. Mais c'est bien différent. Pas vu, donc je peux pas t'en parler. C'est pas super zombie, hein, c'est vraiment très différent parce que là les zombies sont plus Si. un prétexte, c'est dans le sens où on a les créatures, c'est beaucoup plus créatures et humains Mais que Red. si, mais on voit à quel point maintenant ce n'est plus un genre, mais c'est devenu une épice qu'on peut foutre partout. Quelle est la plus grande série de tous les temps? Quelle est la série qui fait le plus parler, qui marque le plus les gens, qui est considérée comme la mieux craftée, etc. De quoi en termes de zombies? Non, tout court. Qu'est-ce qu'il y a Il y en a, moi les premiers trucs qui me viennent en tête ce serait The Walking Dead, Game of Thrones. Game of Thrones.
et Game of Thrones. Quelle est la menace principale hors humaine qui pimente les relations humaines et politiques au sein de l'univers? Les marchands blancs et les zombies qui les entourent. Ouais, tu marques un point. Donc c'est plus devenu... En fait, le genre a disparu, mais c'est devenu... Il s'est intégré. Il s'est intégré à ce que tu veux. Tu peux le mettre... C'est un univers médiéval. Et c'est marquant de dire, ok, dans mon univers médiéval, maintenant, je vais y mettre comme principal antagoniste, pas un dragon, pas un géant, pas un truc. Des zombies. Les dragons, ils sont du côté humain. Le truc qui est contre l'humanité, qui est là pour ravager l'humanité, c'est le zombie. Et dans le livre, je crois qu'il n'y a même pas le Night King, donc le chef des trucs. Donc il y a encore moins cette idée d'individu. C'est juste une masse énorme. Tu marques un point. Donc oui, en tant que genre, c'est mort. En tant que nouvel outil de narration pour pimenter un peu les relations humaines, il sera toujours présent. J'allais dire, j'espère. Je sais pas. C'est ni mal ni bien que ça existe, hein, c'est juste un outil. Putain, c'est quand même marqué le fait qu'il n'y ait pas d'autres... Ouais. Il faudrait que je repasse ça un se petit trouve dans plusieurs épisodes, tout d'un coup quelqu'un fera « Oh, si, j'ai cet homme-là en tête !» Ouais, c'est vraiment, on risque de... Bah, comme The Legend of Zelda, en fait. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Ouais, je suis plutôt content, on a bien... Ouais, c'était un bon épisode. Attends, Doctor Strange et George, oui, ouais, c'est ça. Ouais, on les a bien torchés. La transition était drôle entre les deux. Ouais. On a enterré Doctor Strange pour déterrer les autres. Mais ouais, je trouve qu'on les a bien torchés comme il faut. Dans le bon sens du terme, c'est qu'on les a bien travaillés au corps, quoi. Ouais, puis on se retrouve dans le prochain épisode. Prochain épisode qui va être juste après. Allez, on va en cours de récréation. Tchuss. Tchuss.